Bon, cette vidéo aussi va concerner donc un résumé, un gros résumé complet euh, sur un mariage de trois grandeurs physiques que sont la force, la masse et la vitesse. Vous aurez compris qu'il s'agit de la quantité de mouvement en présence de, voilà, de force ou sans présence de force. Donc, c'est-à-dire, si on est sans présence de force, c'est-à-dire que la somme des forces égale à zéro, on a un système isolé, ou si on est en présence de force, c'est-à-dire que somme des forces extérieures est différente de zéro. Deux cas de figure, soit les sommes de forces égale zéro, système isolé, ou système non isolé, somme des forces est différente de zéro. Donc là, on a affaire à, bon, je veux dire, un mariage qui va relier trois grandeurs physiques. Alors, le problème de la compréhension de ceci, c'est quand est-ce qu'il y a variation, quand est-ce qu'il y a conservation. Voilà, et c'est de ça que va parler de cette vidéo. Quand est-ce qu'il y a conservation, quand est-ce qu'il y a variation. Eh bien, pour ça, il faut bien comprendre toutes ces notions, voilà, de quantité de mouvement, d'impulsion, etc. Alors, quand est-ce qu'on appelle impulsion et véritable impulsion, voilà, de force. Je vais voir tout ça dans cette vidéo pour mettre au clair, voilà, toutes ces notions qui sont un petit peu, je veux dire, qui peuvent être palpables quand on a, voilà, quand vous avez fait le tour de la question. Alors ici justement, je vais faire le tour de la question pour rendre palpable pour certaines personnes qui le désirent, qui désirent voir la vidéo et essayer de comprendre, je veux dire, un maximum de choses sur la quantité de mouvement. D'abord, la première des choses sur la quantité de mouvement. Dans quantité de mouvement, ben, il y a forcément un mouvement. Qu'est-ce qui va se mettre en mouvement? Ben, c'est une masse. Donc, c'est un corps en mouvement. Donc, on a un système qui comprend, je veux dire, un corps. Bon, il peut avoir plusieurs corps. Voilà, on peut avoir un corps ou plusieurs corps. Ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. Soit vous faites, le système est constitué d'un corps ou de plusieurs corps. Par exemple, si je prends le choc central, ben, on a deux corps. On peut avoir deux corps. Voilà, le choc angulaire, on peut avoir par exemple deux corps. Un ballon, par exemple, un ballon de football et un pied. Voilà, on peut avoir un corps ou plusieurs corps. Voilà, donc vous voyez que un système de quantité pour étudier la quantité de mouvement, on a besoin d'un système. La quantité de mouvement d'un système. Alors on peut avoir un corps ou plusieurs corps. Par exemple, je prends une caisse, voilà, qui a une direction comme ceci, et puis là on met, voilà, pour changer la direction de la caisse, hein, pour changer la direction, on peut mettre un tapis roulant hein, qui tourne. Voilà, donc ici, par exemple, les caisses vont suivre le mouvement, puis vont tourner comme ceci. Par contre, on peut changer la direction de la caisse, par exemple, à angle droit, via ici, voilà, un espèce de compresseur. Par exemple, si les caisses ne sont pas assez lourdes, ben, on peut mettre un compresseur euh, à air comprimé. Et donc, il va manipuler, enfin, qui va créer une force perpendiculaire, dans ce cas-ci, perpendiculaire au mouvement de l'objet. Et donc, la caisse va se retrouver située perpendiculairement grâce à un compresseur qui est ici. Bon, et alors on peut aussi tourner à l'aide d'un tapis roulant sur voilà, à l'aide voilà, suivant un chemin. Le tapis roulant suit un chemin. Bon, donc on peut orienter bon, les objets de différentes. Euh, changer le mouvement de différentes façons. Le mouvement, on peut le changer de différentes façons. Alors, voilà, par exemple, dans une voiture, le mouvement, vous le changez avec un volant. Dans un vélo, vous le changez le mouvement avec un guidon. Un guidon, voilà. Alors, plusieurs corps. Un système à plusieurs corps, c'est par exemple le choc central. Le choc central, euh, voilà, on a une masse M1, une masse M2, là il y a deux corps qui restent après le choc M1 et M2. Voilà. Donc animé d'une vitesse V1, V2, voilà, central parce que là le centre de gravité, le mouvement se fait selon voilà, le centre des masses. Hein, le centre des masses. Voilà, et là on aura une vitesse V, petit grand V1 après choc et grand V2 après choc.
Voilà. Et donc là, on aura une conservation ici dans la quantité de mouvement. Dans ce cas-ci, on aura, mais si le choc est élastique, on a une conservation de l'énergie cinétique et une conservation de la quantité de mouvement. Bon. Alors, quand est-ce qu'il y a conservation? Par exemple, si je prends, euh, euh, voilà, une surface avec un point matériel ici qui va donner un impact ici sur la surface, là, on a une variation de la quantité de mouvement. Ici, on a conservation de la quantité de mouvement. Ici, on a une variation de la quantité de mouvement. Et alors, on a un changement angulaire. Alors, ça, c'est dû à quoi? C'est parce qu'on a une force qui va apparaître ici. On a une force qui va apparaître ici. Voilà, on a une variation, on a un changement angulaire parce que d'angle, on a un changement d'angle qui va apparaître parce que il y a une force qui va apparaître. Alors ici, il y a conservation de la quantité de mouvement, il n'y a pas de force qui apparaît. On est comme un système isolé. Et là, on a une variation de la quantité de mouvement parce que on a une force extérieure qui apparaît. Et donc on n'a pas dans un système isolé dans le cas voilà, du choc angulaire. Bon, ceci étant dit, c'est pourquoi je vous dis ça? Parce que pour avoir plusieurs corps, hein, tout dépend du système. Donc, étudier la quantité de mouvement dépend de l'étude du système. Qui est le système? Est-il constitué d'un corps ou de plusieurs corps? Voilà. Et donc, la quantité de mouvement, qu'est-ce que c'est? On appelle ça, on peut appeler ça aussi le moment euh, linéaire. Voilà, le moment linéaire, bien sûr, d'une masse m. Alors la masse m, c'est le corps. Hein. Le corps, ici, comme on a un système qui est un corps, donc d'office, il a une masse. Alors là, ils auront des masses M1, M2, M3, puisqu'il y a plusieurs corps. Alors s'il y a 3 corps, chacun aura sa masse M. Voilà. Donc vous voyez bien que là, dans la définition de quantité de mouvement, mais il y a on définit la quantité de mouvement d'un corps, donc c'est-à-dire la quantité de mouvement d'une masse, puisque le corps a une masse. Donc on peut appeler ça, donc, comme je vous ai dit, le moment linéaire d'une masse. Bon, ici, dans ce cas-ci, je peux l'appeler M, une masse M qui est animée d'une vitesse V. Alors, s'il n'y a pas de vitesse, le vecteur P qu'on appelle quantité de mouvement, il est nul, hein, puisqu'il n'y a pas de vitesse. On a une masse, et si sa vitesse égale 0, vecteur nul, la quantité de mouvement, il n'y en a pas, puisqu'il n'est pas en mouvement. Quantité de mouvement fait référence à, je veux dire, un mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, la quantité de mouvement est nulle. Donc, même qu'il y ait une masse, s'il n'y a pas de mouvement, c'est-à-dire que la vitesse est nulle, il n'y a pas de quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est une masse qui est en mouvement, c'est-à-dire ayant une vitesse donnée, v. Donc, le vecteur P, qui est le vecteur de quantité de mouvement, est égal à la masse fois la vitesse, ou ce qu'on appelle le moment linéaire d'une masse m animée d'une vitesse v, et le vecteur p défini par le produit de la masse qui est scalaire. Attention, je vous rappelle encore une fois que la masse est scalaire par le vecteur v. Et donc, fatalement, un scalaire fois un vecteur, ça donne un vecteur, d'après la théorie des espaces vectoriels. Hein. D'après la théorie des espaces vectoriels, un scalaire fois un vecteur, ça donne un vecteur. Voilà. Et donc ici, on a bien un vecteur fois qui est la vecteur vitesse, fois une masse qui est scalaire, donne un vecteur qui est le vecteur de quantité de mouvement et qui donne, voilà, la quantité de mouvement d'une masse m. C'est-à-dire que si vous avez une voiture, un objet de 10 kg animé d'une vitesse de 20 mètres par seconde, toujours pour un objet de 10 kg, mais il a 40 mètres par seconde, celui qui aura la plus grande quantité de mouvement, c'est celui qui a 10 kg 40 mètres par seconde. Voilà. Mais attention, attention, attention. Comme il fait référence à la masse, maintenant pour deux masses différentes, supposons qu'il y en a un qui a une vitesse de 20 mètres par seconde et 40 mètres par seconde, il y en a un qui a une masse beaucoup plus grande. Par exemple, si je prends celui-ci, et celui-ci, je vais prendre 5 kg, quelle est la quantité de mouvement la plus grande? Mais celle ici, dans ce cas-ci, c'est la masse la plus grande. Donc, tout ne dépend pas que de la vitesse, ça dépend de la masse et de la vitesse. Je vais refaire mon calcul. Ici, c'est 80. Ouais, parce que peut-être que j'ai pris un mauvais exemple. C'est 80 ici. Et là, ça fait 5 fois 4.
Ouais, j'ai donné un mauvais exemple. Alors, je vais mettre un corps de 100 kilos, comme ça. Bon, voilà. Ouais, comme ça. Voilà. Donc ici, le corps ici de 100 kilos a plus de quantité de mouvement que le corps de 5 kilos. Pourquoi? Parce qu'ici, ça fait 2000. Ouais, là, ça fait 5 fois 4, 20 et 0, 200. Voilà. Donc 200 est plus grand, 2000 est plus grand que 200. Alors, quelles sont les unités? Bien sûr, les unités, ce sont des mètres, c'est des kilos, kilogrammes, mètres, seconde, par seconde. Kilogrammes, mètres par seconde. Kilogrammes, mètres par seconde. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, malgré que la vitesse est plus petite ici par rapport à celle-là, mais celle qui est plus grande, étant donné que la masse est plus grande qu'ici, ici, donc ça dépend, c'est dépendant de la masse. C'est dépendant de la masse et de la vitesse. Pour deux masses identiques, celle qui aura la plus grande vitesse aura la plus grande quantité de mouvement, mais pour deux corps différents ayant les mêmes vitesses, c'est celui dont la masse sera la plus grande qui aura la plus grande quantité de mouvement. Donc la quantité de mouvement exprime bien voilà, voilà, un objet ayant une certaine masse avec une certaine vitesse. Alors ne pas confondre avec l'énergie cinétique, où l'énergie cinétique c'est 1 demi m v carré. Bon, là aussi, ça dépend de la masse et de la vitesse, mais là, ça dépend du carré de la vitesse. Et alors, il y a une constante 1 demi à prendre en compte. Bon, c'est pas la même chose. Ici, c'est une énergie. C'est une énergie, voilà, euh, cinétique. D'ailleurs, c'est une énergie cinétique, voilà, qui est donnée, c'est un scalaire, hein, c'est un scalaire. L'énergie ici qui est donnée en joules, pas confondre l'énergie qui est un scalaire avec la quantité de mouvement P est égal à mv. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir, mais peuvent être traités avec l'énergie cinétique. Hein. Par exemple, dans les chocs centraux, on retrouve voilà, la quantité de mouvement associée avec le calcul d'énergie cinétique. On a la conservation d'énergie cinétique si on a un choc parfaitement élastique, et on aura aussi voilà, une conservation de la quantité de mouvement dans un choc central, puisque on a un système isolé, c'est-à-dire la somme de force extérieure égale 0, il n'y a pas de force qui est introduite, on aura juste M1V1 plus M1, M1V1 plus M2V2, hein, voilà, M1V1 plus M2V2 est égal à MV1 plus M1V1 plus M2 V2, où ça c'est la vitesse du corps 1 de la masse M1 avant choc, ça c'est la vitesse du V2, c'est la vitesse du corps M2 avant le choc, et ça V1 c'est la vitesse du corps M1 après choc, et ça c'est la vitesse du corps M2 après choc. Donc ça, tout ce qui est avant choc est égal à ce qui est après choc. Pourquoi? Parce que c'est une conservation de la quantité de mouvement. Et donc ça c'est associé avec quoi? Si le corps est parfaitement élastique, on aura 1 demi m v1 carré plus 1 demi v2 carré, etc. On aura conservation de l'énergie cinétique aussi. Hein. Voilà, on va dire, donc elles s'associent, les équations de la quantité de mouvement s'associent avec les équations on va dire de l'énergie cinétique. De l'énergie cinétique. Voilà, donc ça c'est une première chose à voir, c'est que la quantité de mouvement, c'est quoi? C'est un vecteur P, la quantité de mouvement ou moment linéaire d'une masse M, elle est proportionnelle à quoi? À la vitesse et à la masse. Et dépend bien sûr, attention à ça, euh, comme il y a du vecteur là-dessus, attention, c'est associé à un système de référence. Hein. Il y a un système, il y a un repère, qui peut être un repère 1D si on traite un problème à une dimension, on peut avoir un repère 2D si on traite un repère à des dimensions, et on peut traiter un repère en 3D. Ça dépend. Si le problème se pose en 1D, 2D ou 3D, donc là la quantité de mouvement interviendra en 1D, 2D ou 3D. Mais sachez que la quantité de mouvement, je veux dire, nécessite un repère. Obligatoirement.
étant donné qu'on a des vitesses. Ben, les vitesses, c'est un vecteur. Un vecteur ben, nécessite voilà, une composition dans un repère. Alors, je rappelle que dans un repère 1D, ben, on n'a qu'une droite, et donc on a un repère OX, et donc si je projette P est égal à M fois V dans un repère 1D, on a tout simplement une composante en X, M fois Vx, tout simplement. Alors si vous êtes dans un repère 2D, ben, il y a un axe XY, le P est égal à MV, c'est réduit à P de X et P de Y. On aura M fois Vx et M fois V de Y. Alors, si on est dans un repère 3D, P est égal à M fois V, va se réduire à P de X, P de Y et P de Z, qui est M Vx. Oh, je m'excuse parce que c'est une projection. Dans la projection, c'est des scalaires. Donc il n'y a pas de vecteur. M fois Vy, P de Z, M fois Vz. Et donc tout ça, ce sont des projections, donc c'est des scalaires. Donc 1D, une composante, 2D, deux composantes en I, en J. Là, on aura une composante en I, là, on a une composante en I et en J, en termes de vecteur, hein, bien sûr. Voilà, en termes de vecteur, parce que le P, il voudra quoi? Ben, le P, il voudra Pxi plus P de YJ. Voilà. Ici, c'est P est égal à P de X I, et idem, là-bas, ce sera P voudra P de XI plus P de YJ plus P de ZK. Voilà. Et donc là, il faut absolument, je veux dire, un système de référence qui doit être choisi le plus minutieusement possible pour pouvoir faire ces calculs le plus simplement. Donc l'équation P est égale à mv par projection sur sur un axe, si on en repère un D, sur deux axes si on en repère 2D, sur trois axes si on en repère 3D, mais donnera les composantes voilà, en X, Y, voire Z. Alors, qui a trouvé tout ça? C'est Newton, dans un de ses bouquins qui est fort connu, très fort connu. On peut aller le voir sur Internet, sur Wikipédia. Vous allez voir qu'il écrit plusieurs bouquins, notamment un qui est fort connu, qui est Principia Mathematica Philosophias Naturalis. C'est un de ses bouquins qu'il a écrit. Et il exprimait sa seconde loi en termes de quantité de mouvement. Comment? Là, bien sûr, la loi de Newton, hein. Quand je dis la seconde loi, c'est la seconde loi de Newton, en termes de quantité de mouvement, en disant que la variation de la quantité de mouvement d'un corps de masse m est proportionnelle à la force résultante agissant sur le corps et a lieu dans la direction de cette force. Et a lieu dans la direction de cette force. Donc, vous voyez que, je vous rappelle que P, c'est la quantité de mouvement. P est égal à M fois V. Voilà. Mais ça provient de quoi? Mais d'après, comment il s'appelle Newton. D'après Newton, ça vient de sa seconde loi de la dynamique, qui est F égale ma. Voilà, au niveau vectoriel, ça s'écrit comme ceci. On sait bien que l'accélération, c'est tout simplement la dérivée de la vitesse sur le temps. Et donc, on a d. Si le scalaire ici, je le fais rentrer dans la différentielle. Voilà, et on a dp. Voilà, et Newton écrivait ça comme ça. Voilà, donc, dire F égale ma est équivalent à dire F égale dp sur dt. C'est les mêmes lois, mais écrit différemment, tout simplement. Et donc, vous voyez qu'il y a un mariage entre masse, vitesse et force. C'est un mariage entre masse, vitesse et force. Voilà. Alors, entre masse, vitesse et force. Et donc, je dirais que les relations F égale ma et F égale dp sur dt sont équivalentes. F égale ma et F égale dp sur dt sont équivalentes. C'est la même chose.
Ouais, voilà. Bien sûr, c'est valable en mécanique classique, hein, où la masse m peut être considérée comme, on va dire, une constante. Ou alors, je peux mettre la loi générale et la particulariser au monde de la mécanique classique. Comment? En écrivant que F, vous savez très bien que enfin, la quantité de mouvement, P, est égale à m0, la masse au repos, fois la vitesse V sur la racine carrée de 1 moins V sur C, voilà, au carré. Alors, euh, 1 sur racine carrée de 1 moins V sur C au carré, voilà, m0v, voilà, est égal à une constante fois m0v. Alors tout est vectoriel ici, hein, voilà, v est vectoriel, p est vectoriel. Par contre, ce qui est scalaire, c'est m0. Alors ici, on a un rapport de vitesse, qu'on a la vitesse du corps sur comparativement par rapport à la vitesse de la lumière. Alors, si la vitesse v est petite, très petite comparativement par rapport à la vitesse de la lumière, ben on peut considérer que ici le k vaut 1. Et donc on a F égale M, F égale MV, dP, on va dire que P égale MV, MV, P est égal à MV. Mais attention, ça c'est si K vaut 1. Donc en mécanique classique, on considère que K égale 1. Sinon, dans un autre cas que la mécanique relativiste, mais il faudra prendre en compte la perte de masse due à la vitesse V, la perte de masse. Et donc, quand la vitesse commence à être supérieure, la vitesse V est supérieure à 42 000 km à la seconde, ben, il faut appliquer, voilà, avec un cas différent de 1. Un cas différent de 1. Et donc la masse, là, il y a une perte de masse, et donc fatalement, bon, c'est la deuxième formule qui est valable. Donc, comme je disais, M0 représente la masse au repos du corps, et V, c'est la vitesse, et C, c'est la célérité, c'est-à-dire la vitesse de la lumière dans le vide. Alors, qu'est-ce que c'est que l'impulsion de force? Donc, c'est un mariage, comme je disais, avec la masse, la vitesse et la force. Donc, il y a une relation entre vitesse, masse et force. Euh, si on sait bien que la relation de la dynamique F égale dmv, écrite comme ceci par, écrite par Newton, hein, c'est Newton dans un de ses bouquins qui est Principia Mathematica Philosophias Naturalis. Bon, il l'a écrit comme ceci en seconde forme, qui est égal à, en fait, c'est rien d'autre que F égale ma, comme je vous ai dit. Voilà, en mettant tout simplement dans la différentielle la masse, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire que F fois dt est égal à la différentielle de m fois v. Et bien sûr, là encore une fois, en projetant sur des axes. Hein. Alors si on est dans un repère 3D, on aura fx, fy et fz. Si vous êtes dans un repère 2D, vous aurez fx, fy. Si vous êtes dans un repère 1D, on n'aura que fx. Donc les forces, bien sûr, se décomposent dans un repère qui est voilà, placé. On a placé un repère. Voilà. Et donc on aura tout simplement une variation de temps dt, voilà, dt, 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 dt. Voilà, est égal à, bien sûr, la différentielle. Alors, oui, ici, si j'intègre ceci, l'intégrale d'une différentielle, ben, ça fait, si j'intègre dx, ça fait x. Intégrale de df, ça fait f. C'est normal. Bon, parce qu'on intègre la différentielle, c'est comme si on faisait rien du tout. Donc ici, il va rester une quantité mv. mv. Voilà, mv. Bien sûr, entre les instants t1, t2, et là, c'est la vitesse au temps t1 et la vitesse au temps t2. Voilà, c'est la vitesse au temps t1. Voilà. Donc ici, vous aurez compris qu'on aura mv2 moins mv1 en x. Hein. Voilà, composante en x de la vitesse.
M V2. Attention que c'est la vitesse finale moins la vitesse initiale. Voilà, je mets la masse en évidence. Voilà, là vous aurez compris que c'est la même chose. V2 de x moins V1 de x. M, bien sûr, en passant à l'intégrale. Hein. Autant T1, T2. Voilà, l'intégrale de T1, T2. L'intégrale de T1, T2. MV2Y moins MV1 de Y. En passant à l'intégrale. T2, T1, T2, T1, T2, T1. Ben, on aura M V2 X moins V2 V1 X. J'écris mal, mais c'est parce qu'en fait, vous aurez compris que c'est chaque fois la même chose. Hein. V2 Y moins V1 Y. V2 Z moins V1 Z. Voilà. Et ça, c'est en intégrant, bien sûr, entre les instants T1. Et on a, bien sûr, les vitesses sont les vitesses à l'instant T2 et T1. Et donc, ces équations montrent que, je vais dire, ici, ces équations intégrales, ces équations montrent qu'on peut calculer donc, la variation de la quantité de mouvement au travers, bien sûr, la quantité de mouvement, la variation de la quantité de mouvement. Attention que c'est une variation, hein. C'est une variation de la quantité de mouvement. Parce que quand j'écris MV2 moins MV1, ce n'est rien d'autre que on a ceci. Donc, c'est-à-dire, c'est P2 moins P1, tout simplement. C'est une variation de quantité. C'est-à-dire, c'est delta P. Variation de la quantité de mouvement. Voilà. Donc ici, T2, de T2 à T1 de F dt. Voilà, on a ça. Alors j'espère que j'ai pas oublié de F, ok, ça va. J'ai pas oublié de. Voilà. Et donc, là, on a une variation. Et donc, ceci s'appelait une impulsion. Alors, est-ce une vraie impulsion? Ben, ça dépend. Bon, est-ce une vraie impulsion? Ben, on peut avoir un signal qui est carré. Bon, en automatisme, dans les automatismes, j'ai la force. Ça, c'est pas une impulsion dans les automatismes. Si j'ai un signal S, en fonction du temps, c'est pas une impulsion. Mais là, en mécanique, si je calcule ceci, qui est la variation de la quantité de mouvement, voilà. Si je calcule ceci, l'air que vous avez à l'intérieur, bien sûr entre les instants T1 T2, T1 à T2, ben, ça va donner la variation de la quantité de mouvement, l'air. Alors, si j'avais un signal qui est rectangulaire, c'est aussi une impulsion. Donc, on appelle l'impulsion, c'est ceci, c'est tout simplement l'intégrale, c'est l'air sous la courbe qui va calculer. Voilà. Mais une vraie impulsion, c'est pas ça. C'est ceci, c'est boum. Voilà, ça c'est une vraie impulsion. C'est une vraie impulsion. Mais malgré tout, que le signal, qu'on ait, voilà, un signal comme ceci ou un signal comme ceci, carré ou rectangulaire, ben, ceci sera quand même appelé impulsion. Sera appelé impulsion. Alors, d'où ça vient, ça? Je vais expliquer après d'où ça vient. Pourquoi appelle-t-on impulsion un signal qui est aussi bien impulsionnel que non impulsionnel? Parce qu'ici, c'est pas une impulsion, c'est un carré. Et là, c'est un rectangle. Bon, les automatismes différencient les impulsions des signaux carrés, des signaux rectangles, des sinusoïdes, de tout ce que vous voulez comme signal. Hein. Bon, les automatismes, ben voilà, avant d'étudier un quelconque automatisme, hein, il faut étudier les signaux. Les signaux, on les identifie, on les nomme, et voilà, c'est comme bon, une personne qui s'appelle d'un certain nom, ben, un signal, on va l'appeler d'un certain nom. Mais ici, en mécanique, qu'il soit carré rectangulaire ou impulsionnel, ça s'appelle quand même malgré tout une impulsion. Alors, ça c'est une chose. C'est la première des choses. Alors maintenant, voyons voir pour un système de points matériels ce qu'il en est. Ce qu'il en est. Ce qu'il en est. Alors, je vais m'intéresser maintenant à un système de points matériels. Voilà.
là j'ai un point matériel que je vais appeler PM1. Là j'en ai un second qui est PM2. Et là j'ai un système de points matériels qui est PM3. Donc vous voyez qu'ici j'ai plusieurs points matériels. Voilà. Alors les forces, ben, on a les forces d'interaction qui vont interagir entre les particules. Hein, voilà, ça c'est... bon, je vais appeler F. Ouais, ici je donnais des noms parce que... Enfin, des autres. Ici je vais l'appeler 1, 2 et 3. Donc en faisant ça, j'ai une force qui va agir. C'est la force 3. C'est la force qui agit, c'est la force de 3 qui agit sur 2. Voilà. Ça, c'est la force de 2 qui agit sur 3. Alors, je peux avoir la force ce sont des forces intérieures, hein. Vous avez compris que ce sont des forces intérieures. Force de 1 qui agit sur 3. Vous avez la force de 3 qui agit sur 1. Bon, c'est le principe de l'action égale la réaction. Et donc, bien sûr, j'en ai un troisième ici, qui est la force intérieure. Force de 1 sur 2, force de 2 sur 1. Voilà, toutes des forces intérieures entre elles. C'est le principe de l'action et de la réaction. Et donc, ici, comme je m'intéresse à un système de points matériels, bien sûr, j'appelle point matériel un point qui aurait la même masse que celle du solide considéré. Ben, c'est-à-dire que ici, j'ai un solide. Supposons que j'ai un solide, et je considère que j'ai ce solide-là, que je vais appeler S1, ben, je considère que je l'étudie le système tel qu'un un point. Là, j'ai un deuxième, voilà, un solide, 2. Je considère, bien sûr, que la masse du solide S2, ben, c'est la masse, le point matériel aura comme masse MS2. Là, voilà, ici, si le solide a une masse MS1, ben là, le point matériel a une masse MS1. Mais simplement, je ne vois plus l'objet comme un solide, mais comme un point matériel. C'est ça que, bon, voilà. Donc, si la masse S3 du solide, c'est MS3, ben là, on aura MS3. Voilà, ils ont chacun leur masse. Voilà, et donc, je m'excuse, voilà, le revoici. Donc, je disais que donc ça, c'est l'étude des forces internes. Des forces internes. Et bon, je peux considérer qu'il y a des forces externes. Voilà, des forces externes, extérieures. Voilà que je veux appeler par exemple force extérieure 1. C'est tout des vecteurs. Hein. S'il manque des flèches sur les vecteurs, bon, c'est que bon, je l'ai omis sans faire exprès. Voilà, bon, là on a une force extérieure 1. Là on a une force extérieure 2. Là on a une force, par exemple, force extérieure 3. Voilà. Alors donc ici, comme je vous disais, on va étudier les points matériels. Enfin, on va ramener l'étude du mouvement d'un point matériel de masse égale à celle du solide. Donc MS1 pour le point matériel M1 qui est le solide 1. Voilà, le solide 1 était considéré comme un point matériel, le solide 2 comme un point matériel PM2 et le solide 3 comme un point matériel M3. Alors avant d'étudier, puisqu'on a affaire à des masses, c'est un mariage de masse, vitesse et force, ben, il y a une notion fondamentale que je dois donner, c'est le centre de masse.
centre de masse. Alors, qu'est-ce que c'est que le centre de masse? Eh bien, le centre de masse, c'est le point matériel. C'est un point matériel fictif. Hein. Bon, le centre de gravité, c'est un point matériel fictif. Le centre d'inertie, c'est un point matériel fictif. Le centre des forces parallèles, s'il y a toutes des forces parallèles, c'est un point fictif, etc. Voilà. Par contre, ici, donc c'est un centre de masse. C'est le point matériel fictif dont la masse est la masse totale du système. Donc on va prendre un centre de masse, voilà, centre de masse, voilà, c'est M, qui est le centre des différentes masses de, ici comme j'ai MS1, MS2 et la masse MS3. Donc voilà, c'est le centre des trois masses. Bien réparti, bien sûr, dans l'espace. Il est bien réparti pour que, je veux dire, il y a un équilibre des masses sur ce centre des masses. Donc on a... et là, on met dans le centre des masses la masse totale. Le centre des masses, on mettra la masse totale du système. Et c'est là qu'on va mettre la force sur laquelle agit la force sur laquelle agit c'est la force égale à la somme des forces extérieures. C'est la force égale à la somme des forces extérieures qui vont agir sur le système. Donc c'est la force totale, si vous voulez. C'est la force totale. La force totale, on va le mettre. C'est comme un centre de gravité, voilà, un centre de gravité. Sur le centre de gravité, vous allez mettre la force totale à toutes les forces. On va le mettre au centre de gravité. Voilà, au centre de gravité, on met la force totale. Donc la résultante des forces va se mettre au centre de gravité. Ici, c'est la même chose. Là, voilà, la force totale, on va le mettre au centre de masse. Et donc ici, comme on a un système qui comporte donc trois points matériels, voilà, que j'ai noté 1, 2, 3, que la force F1 qui agit sur le point matériel, force F1, voilà, ici, quand on regarde ici le dessin, la force F1 qui agit sur le point matériel 1 est décrite comme provenant de l'interaction entre les points matériels 2 et 3 et d'une force fictive, force extérieure 1, bien sûr provenant de l'interaction entre le point 1 et l'extérieur du système. Force extérieure, c'est par rapport, c'est l'interaction entre le point 1, parce que c'est un point matériel, donc c'est considéré comme un point, entre le point 1 et l'extérieur du système. Donc force extérieure 1. Alors, vous aurez compris que F1, ben, c'est la résultante. La résultante voudra, F1 voudra F1,2 plus F1,3 plus force extérieure 1 dans cette relation. Je dirais que F1,2 représente l'interaction entre le point 1 et le point 2. F1,3 représente l'interaction entre le point 1 et le point 3. Et force extérieure 1 représente l'interaction entre le point 1 et le milieu extérieur. Voilà. Et d'autre part, donc vous voyez que je peux écrire beaucoup de relations. Beaucoup de relations où j'aurai j'aurai F1, F2, F3. Donc j'aurai F1, F2, F3. Ce sont les résultantes des forces. Hein. Donc les résultantes des forces, on aura F1,2 plus F1,3. Voilà. F2, on aura F2, 1 plus F2, 3. Là, on aura F3, 1 plus F3, 2. Voilà. Ça, on aura ça, plus la force extérieure en 1, plus la force extérieure ici en 2, plus la force extérieure en 3. Voilà. Alors, bien sûr, je peux écrire aussi que, d'autre part, on sait que la force F est égale à dP sur dt. Et que ça, c'est égal à dmv sur dt. Voilà.
D'où, si j'applique cette relation aux 3 points matériels, j'aurai ça c'est égal à dp1 sur dt. Ça c'est égal à dp2 sur dt. Et ça c'est égal à dp3 sur dt. C'est tout. Et bien sûr qui est égal à... je ne vais pas mettre, je vais pas travailler avec les vitesses. Hein. Ici je vais travailler avec la quantité de mouvement P. Voilà. Mais si j'additionne membre à membre, donc les 3 équations, c'est-à-dire que je vais faire F1 plus F2 plus F3, ben, c'est comme si j'additionnais dp1 sur dt plus dp2 sur dt plus dp3 sur... non, je m'excuse ici, je vais un peu trop vite. Sur dt plus dp3 sur dt. Alors, vous savez très bien que F1,2 et F2,1 sont deux forces... l'action égale la réaction. L'action égale la réaction. Donc, ces deux forces... Les forces internes vont s'annuler. Toutes les forces internes... Voilà, ces deux-ci vont s'annuler. Ces deux-ci, si je les somme, ils vont s'annuler. Et alors, si je fais ces deux-ci, ils vont s'annuler. Donc, ça veut dire que tout ça vaudra 0. Donc, F1,2, F2,1, ça fait 0. F1,3 et F3,1, ça vaudra 0. F2,3, F3,2, ça vaudra 0. Donc, qu'est-ce qui va rester? Force extérieure 1, force extérieure 2, force extérieure 3. Pourquoi? Parce que c'est en vertu du principe de l'action et de la réaction. Et donc, qu'est-ce que je peux écrire? Ben, qu'on a ceci. Il ne reste plus que les forces extérieures. La somme de dp, ça fait la somme des forces extérieures. Donc, j'écrirai... Il ne reste plus que une relation qui se simplifie, puisque les forces intérieures étant nulles. Alors, c'est un avantage, parce que... Pourquoi? Parce que... ça donne un renseignement global sur le mouvement d'un objet, à partir de la connaissance, si vous voulez, des forces extérieures. Celles dont le plan d'application de la réaction n'appartient pas au système de points matériels, qui sont souvent simples. Par exemple, je parle de la force pesanteur, c'est simple. C'est plus simple de trouver les forces extérieures que les forces intérieures, c'est ça que je veux dire. Parce que les forces intérieures, bon, c'est relatif à, on va dire, aux actions intermoléculaires qui sont extrêmement nombreuses, et par là fort compliquées, qui agissent bien sûr entre les atomes des objets. Ça, c'est les forces intérieures, c'est difficile à trouver. Donc, vaut mieux travailler avec les forces extérieures, et tant mieux. Et là, on a justement une écriture qui se donne par rapport aux forces extérieures. Voilà, parce que les forces extérieures, c'est plus facile à trouver. Par exemple, les forces de pesanteur, des forces qui sont extérieures, sont plus visibles et moindres. Et bien sûr, beaucoup moins, parce que les forces intérieures, elles sont, bon, il y en a des millions, des milliards, je ne sais pas combien, parce qu'il y a une multitude de points. Multitude de points. Donc, j'écrirai que F extérieur 1 plus force extérieure 2 plus force extérieure 3 est égal à dp1 dt, voilà la somme de dp. dp1 sur dt plus dp2 sur dt plus dp3 sur dt. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que ça, c'est la somme des forces extérieures somme des forces extérieures, voilà, est égale à, F extérieur, c'est la somme des forces extérieures, est égale à la somme des dpi. Donc la somme des dpi sur dt, ici on a 3, hein, de 1 à 3, n égale 3. Voilà, i égale 1 jusqu'à 3, bon, il n'y en a que 3. Somme des forces extérieures, voilà, mais en général, s'il y a plus que 3 forces, je vais ici généraliser,
c'est juste que n dpi, voilà, sur dt. Et donc, si je sors la différentielle, d sur dt, c'est la somme, bien sûr, des pi, tout simplement, pour i allant de 1 jusqu'à n. Voilà. Et donc, ça, qu'est-ce que c'est? Ben, la somme des forces extérieures se résume à quoi? Voilà, la somme des forces extérieures se résume à la différentielle, de P total, puisque la somme des PI fait P total, la somme des P total. Alors ici, bien sûr, c'est la somme des forces extérieures, somme des forces extérieures, c'est force extérieure 1, 2, 3, voilà, ça c'est force extérieure I, qui donne bien sûr la force extérieure totale. Hein. Voilà. Et donc, là, on a la relation, voilà, donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est un résultat fort important, un résultat fort important, voilà. Donc, le P total, la différentielle, enfin, la dérivée de la quantité de mouvement totale est égale à la force extérieure totale. Donc, il suffit de connaître la force extérieure totale et on peut calculer, voilà. Voilà. Alors, maintenant, résultat important de ça. Deux cas de figure. Soit on a un système isolé, soit il ne l'est pas. Alors, si on a un système isolé, dans le cas d'un système isolé, dans le cas d'un système isolé, et que c'est-à-dire, un système isolé, c'est quoi? C'est somme des forces extérieures égale 0. Hein. Voilà, c'est ça. Somme des forces extérieures représente la somme vectorielle des forces extérieures. La somme vectorielle des forces extérieures, supposons qu'on a somme des forces extérieures égale 0, mais qu'est-ce qu'on aura? On aura que d sur dt de la quantité de mouvement totale est égale somme des forces extérieures. Mais comme la somme des forces extérieures vaut 0, ben, ça veut dire que d sur dt de p total égale 0. Et là, ça veut dire quoi? Que P total égale une constante. Dérivée d'une constante, ça fait 0. Voilà, dérivée d'une constante. Donc P total égale constante. Voilà. Donc P égale constante, c'est une conservation de la quantité de mouvement. Et si on a deux points matériels, par exemple, deux points matériels, si le système comporte deux points matériels de masse 1 et M2, ben, si on a ce cas-là, c'est la somme des forces extérieures égale 0, ben, on a M1 animé d'une vitesse V1, M2 animé d'une vitesse V2, ben, on aura M1 V1 plus M2 V2 égale constante. Donc on a une conservation. Voilà. Et ça, c'est ce qui se passe dans le choc central. Hein. Dans le choc central, on a avant choc, on a ceci avant choc, et après choc. Donc après choc, bien sûr, on aura toujours. Choc central, c'est bien sûr suivant le centre des masses. Hein. Elle suit la direction. La direction du mouvement suit la direction des centres des masses. Voilà. Et donc, on aura M1 V1, M2, V2. Et donc on aura après choc M1, V1. Bien sûr, tout est projeté sur l'axe. C'est pour ça qu'il n'y a plus de vecteur égale constante. Et c'est la même constante. Donc qu'est-ce que je peux dire? Que
M1 V1 plus M2 V2 égale M1 V1 plus M2 V2. Voilà, c'est un résultat, je veux dire, intéressant. Bon, notamment dans le choc central où il y a une conservation de la quantité de mouvement. Et bien sûr, si le choc était parfaitement élastique, on a une conservation de l'énergie cinétique aussi. Donc, je vous disais que quand on a un système isolé, somme des forces extérieures égale à 0, et la somme des forces extérieures représente donc, comme je vous disais, la somme vectorielle des forces extérieures. Donc, pour résumer, on a le principe d'inertie, le vecteur quantité de mouvement d'un système isolé reste constant dans un système isolé, bien sûr, et le centre de masse ou le centre d'inertie d'un tel système est donc soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. C'est normal parce qu'on a un équilibre. Qu'est-ce que c'est qu'un équilibre en mécanique? C'est la somme des forces extérieures égale à 0. Donc c'est-à-dire que le corps est soit au repos ou soit en mouvement rectiligne. En mouvement rectiligne. Voilà, en mouvement rectiligne, bien sûr, uniforme. Il fait un MRU. Soit la vitesse égale 0, soit la vitesse égale constante. Voilà, parce qu'un MRU, c'est la vitesse égale constante. Voilà, ça, c'est l'état d'équilibre. Et donc là, quand vous avez un état d'équilibre, on a la quantité de mouvement qui est conservée. Bon, maintenant, si la somme des forces extérieures n'est pas égale à 0, là, on a une variation de la quantité de mouvement. Vous aurez compris qu'on a une variation de la quantité de mouvement. Si somme des forces est différente de 0, somme des forces extérieures est différente de 0, là, je vous ai dit que on a somme des forces extérieures est égale à la différentielle de la quantité de mouvement totale. Là, il y a une variation de quantité de mouvement, vous la voyez, il y a une variation. Voilà. Donc, ça, c'est un cas non isolé. Hein. Cas non isolé. Dans un cas non isolé, on a la somme des forces extérieures différente de 0, donc on a une variation, on n'a plus de conservation. Par exemple, dans le moment angulaire, quand vous avez un mouvement angulaire, par exemple, vous avez un mouvement qui vient comme ceci, il tape un point matériel qui tape une surface, voilà. Là, on a une force qui va interagir, et donc d'office, là, il y a une force extérieure qui intervient, donc on a un changement d'angle, hein. Le résultat, c'est un changement d'angle, voilà, une force qui intervient, et donc là, on a une variation de la quantité de mouvement, on n'a pas une conservation de la quantité de mouvement, on a une variation de la quantité de mouvement. Donc ça veut dire ici, le vecteur quantité de mouvement, il varie. Hein. Donc sous l'action de l'ensemble des forces extérieures appliquées à un système non isolé, le vecteur quantité de mouvement, bien sûr de ce système non isolé, parce que c'est un système non isolé, varie. La quantité de mouvement varie. La variation est régie par la relation fondamentale de la dynamique. Voilà, je vous avais dit que ça c'est aussi la relation fondamentale de la dynamique. Il y a somme des forces égale ma, mais il y a aussi ceci, c'est la même chose. Dire somme des forces égale MA, bien sûr MAG hein, du centre d'inertie, voilà, somme des forces extérieures égale MA, mais dire l'un ou l'autre, c'est même, comme je l'ai dit, Newton a considéré que dire l'un ou l'autre veut dire la même chose. C'est dire la même chose. Ça ou ça, c'est dire la même chose. Simplement, de l'autre côté, d'un côté, on parle de quantité de mouvement qui représente la dérivée dp sur dt, c'est la dérivée du vecteur quantité de mouvement, par rapport, bien sûr, au temps. Alors maintenant, il y a une petite signification physique, et j'en terminerai avec ceci. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en signification physique pendant une durée delta t qui est égal à T2 moins T1, le vecteur quantité de mouvement varie de quoi? De delta P, qui est égal à P2 moins P1.
Si la durée delta t est petite, et là on parle d'impulsion, de vraie impulsion, hein. Voilà, parce que bon, je vous avais dit que en mécanique, on peut considérer un signal rectangulaire, on va l'appeler impulsionnel. Voilà, et rectangulaire, c'est impulsionnel. Mais la vraie impulsion, la voici. Et donc, si je considère une vraie impulsion, c'est-à-dire si la durée delta t est très petite, ben, le taux de variation du vecteur quantité de mouvement, delta p sur dt vaudra, si delta p très petit, ben, je dirais que delta p sur delta t est égal à P2 moins P1 sur T2 moins T1. Et je rappelle que delta P sera sur delta T sera environ sensiblement égal à la somme des forces extérieures. Voilà. Et si delta T tend vers 0, alors delta P sur delta T vaudra dP sur dt, si delta P tend vers 0. Et donc, là, le taux de variation tend vers la dérivée. Et là, à ce moment-là, on pourra dire que quoi? dP sur dt n'est plus environ, hein, parce qu'ici, j'avais marqué environ, mais il sera égal à la somme des forces extérieures. Il sera égal, parce qu'on est passé à la dérivée. Donc, si delta t est petit, on n'aura pas ça. On aura environ. Si delta t est petit, on aura environ. Donc si delta t est petit, ben, on aura delta p qui vaut environ somme des forces extérieures fois delta t. Somme des forces extérieures fois delta t est appelée ici impulsion. Voilà, ici, c'est peut-être considéré comme une vraie impulsion. Voilà, delta t est petit. J'ai pas dit qu'il tend vers 0, je dis qu'il est petit. Voilà. Donc là, on a une impulsion de force pendant la durée delta t très petite. Et donc, le vecteur quantité de mouvement d'un système non isolé varie sous l'action d'impulsion extérieure. Le vecteur quantité de mouvement, dP, varie sous l'action d'impulsion extérieure. Je vous remercie.